Bonjour, bienvenue à la première conférence de notre semaine Mieux vivre avec un cancer du sang, la résilience ou l'art de rebondir. Dans cette présentation, Dr. Séverine Hervouet, psychologue de la santé, nous apportera différentes stratégies pour développer et accroître votre résilience afin de mieux composer face à l'adversité. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me nomme Jennifer Héroux-Bourdua. Je suis responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et de réponses à la fin. Puisque vous êtes nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que Dr. Hervouet ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Soyez assurés que si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera personnellement dans les prochains jours. Prochaine diapo. Nos responsables des services à la communauté sont là pour vous. Nous écoutons attentivement vos besoins, difficultés et préoccupations. Nous pouvons vous orienter vers des informations sur les cancers du sang et ou les traitements. Nous pouvons vous aider à prendre en charge vos soins et vous référer vers les ressources et les services disponibles à la SLC ainsi que dans votre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Prochaine diapo. Le soutien psychosocial et émotionnel est très important pour notre communauté. Joignez-vous à l'un de nos groupes de soutien virtuel pour créer des liens avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire depuis le confort de votre foyer. Nos groupes sont animés par des professionnels de la santé et visent à briser l'isolement. Vous pouvez également accéder à du soutien par les pairs via notre programme de jumelage Premier Contact. Ce programme contribue à nourrir l'espoir, à soulager l'anxiété et à établir les attentes des personnes nouvellement diagnostiquées et de leurs aidants. Les recherches démontrent que le soutien par les pairs est une stratégie d'adaptation puissante et efficace qui peut améliorer les résultats en santé. Visitez notre site Internet ou communiquez directement avec nous pour plus de détails au www.cancerdusang.ca. Prochaine diapo. Peut-être connaissez-vous notre appli santé. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais et qui peut vous aider à naviguer l'expérience du cancer. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs, ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Dr. Séverine Hervouet, une psychologue de la santé passionnée. Elle accompagne des patients aux prises avec différentes problématiques de santé depuis plus de 20 ans. Elle a œuvré en psycho-oncologie dans différents centres hospitaliers. Elle travaille désormais en cabinet privé à Québec et est professeure clinique auprès d'étudiants inscrits au doctorat à l'École de psychologie de l'Université Laval. Elle agit régulièrement comme formatrice et conférencière pour les professionnels de la santé, les médecins et le grand public. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dr. Hervouet. La parole est à vous. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je vais prendre le temps aujourd'hui, effectivement, de vous parler d'un sujet que j'adresse régulièrement avec la clientèle que je suis, donc qui traite de l'adversité, la résilience également. Donc, j'ai 3 grands objectifs à présenter avec vous ce matin. Dans un premier temps, on va regarder ce que c'est un peu l'adversité. On va la définir de façon bien simple. Et aussi, je vais prendre le temps de détailler un petit peu les émotions couramment vécues dans une trajectoire de soins en oncologie et des émotions qui sont liées à l'adversité, en fait. Dans un second temps, je vais vous présenter ce que c'est que la résilience et l'adaptation. Donc, on va en parler brièvement ensemble. Et par la suite, mon 3e bloc, c'est un peu des stratégies pour augmenter la perception de contrôle et la résilience en temps d'incertitude. On parle de temps d'incertitude parce que l'expérience du cancer, c'est un terrain qui est jonché d'incertitudes, comme vous le savez.
Et parfois, ben justement, on peut avoir certaines stratégies pour nous permettre d'augmenter sa perception de contrôle, ce qui accroît potentiellement la résilience. Diapo suivante. Donc, mon premier bloc, comme je vous mentionnais, je vais vous parler un peu des émotions en temps d'adversité. Alors, quand on parle d'adversité, il y a toutes sortes de synonymes qui peuvent l'accompagner. En fait, on entend parfois parler d'épreuves. Donc, on pourrait dire que le cancer, la maladie oncologique, c'est une épreuve en soi, hein, qui va être vécue de façon différente d'une personne à l'autre, comme vous le savez, avec plus ou moins d'émotions, comme on verra un petit peu plus loin. L'adversité, en fait, c'est lorsqu'on fait face à une situation qui est difficile à relever, qui est défavorable, qui est un contexte peu favorable. Donc, alors c'est pour ça qu'on va parler d'épreuves, de traumas. Des fois, on va parler de traumas collectifs, hein, quand c'est dans des notions plus de, par exemple, de guerre. On va parler de catastrophes. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre qui a beaucoup écrit sur la résilience quand on était en contexte de pandémie, l'a caractérisé de catastrophe humanitaire. On va parler de désastres lorsque, par exemple, on se situe dans des enjeux en lien avec la météo, des inondations, des tremblements de terre. Donc, on peut parler de désastres aussi, de bouleversements, de crises, de défis également. Donc, tout ça, c'est souvent des synonymes qui mentionnent en arrière-plan qu'on fait face à de l'adversité. Diapo suivante. Alors, quand on parle d'adversité, quand on nomme ce terme-là, je vous mentionnais surtout comme vivre avec l'épreuve d'un cancer, il y a différentes émotions qui peuvent accompagner l'adversité. Et les émotions les plus universelles en contexte oncologique, je les présente ici. Donc, comme je mentionnais, l'adversité vient avec certaines émotions. Ici, je mets un peu plus l'accent sur des émotions qu'on va dire désagréables, inconfortables. Comme psychologue, vous allez voir, les psychologues, on n'aime pas toujours utiliser l'appellation des émotions négatives ou des émotions positives. Les émotions, toutes les émotions ont leur place, en fait. Par contre, je vais peut-être plus utiliser le terme des émotions difficiles, les émotions souffrantes ou les émotions inconfortables plutôt que des émotions négatives. Alors, les émotions plus inconfortables face à l'adversité, typiquement, ce qu'on peut voir que vous allez reconnaître, de l'anxiété, hein, de la peur, qui sont assez fréquentes, je dirais, assez universelles quand on traverse un parcours de soins en oncologie, à différents degrés. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'anxiété que d'autres. Puis, il y a des gens qui composent différemment avec l'incertitude que peut générer le parcours de soins. Donc, l'anxiété, la peur, je vais aller à la tristesse, la déprime, la solitude, parce que typiquement, ces émotions-là, on en entend beaucoup plus parler. C'est comme si c'était plus normal, plus naturel qu'on vive ce type d'émotions-là, plus attendu, surtout face à un cancer. Ce qu'on entend moins parler, ce qui est peut-être plus tabou ou plus censuré, c'est la colère, la frustration, le sentiment d'injustice. Pourtant, c'est des émotions qui sont tout à fait acceptables, j'ai envie de dire, comprenables aussi dans le contexte, mais parfois moins discutées, moins abordées, même pour le patient lui-même, des fois, il y a des gens qui ont de l'aisance à parler de ces émotions-là, puis il y en a d'autres pour lesquels c'est comme s'il y a une autocensure de pas devoir être fâché contre la situation ou d'être frustré contre la situation. Pourtant, c'est des émotions tout à fait attendues aussi, considérant l'adversité auquel la personne peut faire face. Il peut y avoir un sentiment d'injustice aussi qui est ressenti par certaines personnes, hein? Ne serait-ce que de se dire, ben, si une personne arrive avec son lot d'épreuves dans la vie, hein, des fois, vous arrivez avec votre histoire de vie avant un diagnostic de cancer, vous arrivez avec vos stresseurs, avec des épreuves antérieures pour certains. Et lorsque s'ajoute
une expérience de cancer nouvelle, c'est comme si c'est un peu trop. Et il peut y avoir un sentiment d'injustice, le pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive encore, qu'est-ce que je fais pour avoir, je ne mérite pas ça, tu sais, à quelque part, d'avoir autant d'épreuves dans ma vie. Ou à un autre exemple que je peux vous donner qui peut soulever le sentiment d'injustice ou qui peut faire ressentir ça chez nos clients, nos patients. Des gens qui, par exemple, ont eu une hygiène de vie exceptionnelle, tu sais, ou juste une bonne hygiène de vie, donc de s'entraîner, de faire de bien manger, de ne pas trop prendre d'alcool, de ne pas fumer. Et là, finalement, malgré tout ça, la maladie frappe. Donc, comme une absence de garantie, mais aussi une forme de trahison qui peut être ressentie par le corps. Donc, ce sentiment-là pourrait naître aussi dans ce contexte-là. La culpabilité aussi, hein, donc c'est une émotion classiquement certains patients vont ressentir par rapport à l'expérience du cancer, de les « je devrais » ou les « j'aurais dû », les regrets. J'aurais peut-être dû plus faire attention, j'aurais peut-être dû plus être à l'écoute de moi-même. Donc, des fois, on a ce discours-là comme s'il y avait une responsabilité inhérente au développement d'un cancer du sang, alors qu'on sait que c'est très complexe et multifactoriel, l'émergence de ce type de cancer-là. Mais il n'est pas rare que cette adversité-là vienne avec le sentiment de culpabilité. Donc, je les nomme. Je les nomme pour peut-être que vous sachiez que, bien évidemment, c'est quelque chose de courant, de compréhensible et d'attendu également. Diapo suivante. J'ai parlé d'anxiété, de peur, mais je n'ai pas parlé nécessairement du stress, mais je voulais en parler sur le volet peut-être constructif. C'est-à-dire que souvent, on parle que le stress est pas nécessairement, il faut gérer son stress, il ne faut pas trop en avoir, ça on est bien d'accord. Mais dans un contexte d'adversité, j'ai envie de vous dire qu'un peu de stress, c'est nécessaire face à un danger qui est perçu. Pas de stress du tout, on n'avance pas, on ne se mobilise pas, on est un peu désengagé et passif. On a l'impression de plus subir la situation plutôt qu'agir sur la situation. Alors, ici, je voulais prendre le temps d'indiquer que face à une situation comme le cancer, que ce soit l'annonce d'un diagnostic, que ce soit le début des traitements qui va commencer, que ce soit l'attente d'un résultat, il y a toujours un peu de stress qui est nécessaire pour vous engager, pour vous mettre en action et vous adapter à ce qui est en train de se passer. Donc, vous êtes dans une posture, si vous ressentez un peu de stress, qui va vous amener à plus agir. Donc, aller à vos rendez-vous, venir à vos traitements, faire tous les soins qu'on vous demande à la maison, etc., plutôt que d'être plus dans une posture d'attente et de subir un peu, comme je mentionnais tout à l'heure, la situation. C'est une nuance que je voulais vous amener parce que pour moi, le stress, c'est... quand il y en a trop, ça peut devenir nuisible, bien sûr, mais il en faut quand même un minimum face à l'adversité. Diapo suivante. Avant la phase d'adaptation. Quand on parle d'adaptation, c'est quoi l'adaptation? En fait, c'est comment dire, composer avec une nouvelle situation. Donc, je m'adapte à une nouvelle situation, à un changement, parce que l'expérience du cancer vient forcément avec un déséquilibre dans votre vie, avec un changement sur plusieurs plans. Et donc, avant de penser à dire « je me suis adaptée » ou « je suis en train de m'adapter à ce changement-là ou à ce déséquilibre-là », c'est normal qu'il y ait une phase de résistance. OK? On ne s'attend pas là, à ce que d'entrée de jeu, dans les jours qui suivent un diagnostic ou tous les changements dans le parcours de soins en oncologie qui nécessitent une adaptation, que vous soyez tout de suite dans la résilience. Okay? Il y a une phase où ça résiste. Et ça, c'est tout à fait attendu. Donc, la résistance, ça peut être justement d'avoir des émotions un peu plus fortes, avoir un peu plus de souffrance à certains moments. Donc, déjà, il faut le savoir que c'est pas un échec en soi. Donc, et c'est pas... on parle beaucoup de maximiser sa résilience ici dans la conférence aujourd'hui.
mais je vais peut-être je vais peut-être amener une nuance tout de suite. Quand on parle d'augmenter sa résilience, évidemment, on ne veut pas ici parler de performer sa résilience. On est beaucoup dans une société où on vise vers toujours s'améliorer, toujours augmenter sa performance face à quelque chose. Ici, la présentation que je fais ce midi, ce n'est pas cet objectif-là. Ce n'est pas un objectif en soi parce que la pression de performer son adaptation ou la pression de performer sa résilience, c'est un frein en soi à la résilience. J'y reviendrai en cours de présentation avec vous là, ce matin pour justement que vous n'ayez pas ça en tête derrière de dire je dois absolument augmenter à tout prix ma résilience, sinon je ne m'adapte pas. OK? Ce n'est pas l'objectif parce que là, tout ce que je ferais, c'est d'augmenter votre pression de performer, qui n'est pas notre objectif. Un autre aspect dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'autocompassion. On entend beaucoup parler de ça à travers les médias, à travers la littérature. Je vais en parler parce qu'on sait que ça améliore l'adaptation ou que ça nous aide à composer face à l'adversité. Et puis, un petit mot comme ça, que le fait de ne pas reconnaître sa propre souffrance en soi n'est pas altruiste à son propre égard. Donc, l'importance de reconnaître ses émotions inconfortables, l'importance de reconnaître sa souffrance dans un premier temps et non pas de la censurer, ça fait preuve d'altruisme lorsqu'on la reconnaît. Alors, je vais vous parler un petit peu plus d'autocompassion maintenant. Donc, l'autocompassion, c'est un terme qu'on entend beaucoup parler, comme je vous mentionnais, qui peut être assez galvaudé, mais je voulais prendre quand même le temps d'en parler pour l'éclairer un petit peu, éclaircir ce que c'est. Lorsqu'on parle d'autocompassion, on parle simplement, c'est très simple, de reconnaître les émotions qui sont difficiles. Donc, se donner le droit d'en avoir, okay, de les reconnaître, mais sans leur laisser toute la place. Donc, je ne suis pas en train de tout le temps nager dans les émotions difficiles ou leur laisser toute la place parce qu'à ce moment-là, ça va devenir une souffrance qui va nous submerger. On va être comme envahi par la souffrance qui n'est pas le but de la reconnaissance des émotions difficiles. Donc, little and often, ça dit tout en ce sens que je prends le temps de me donner le droit d'avoir des émotions difficiles petit peu par petit peu. Donc, sans laisser toute la place à ça. Je vais à leur rencontre. Donc, je reconnais que les émotions difficiles, ça ne signifie pas que nous n'acceptons pas la situation. OK? Ça, c'est bien important. C'est pas que je suis en résistance parce que j'ai des émotions difficiles. Je peux tout à fait être adaptée à la situation, en adaptation, en train d'apprivoiser ma situation, mais vivre encore des émotions difficiles et j'y ai droit. Donc, de laisser un espace à ça. Et se rappeler que les émotions sont temporaires. Les émotions sont tout le temps en mouvement. Ce n'est pas statique une émotion. Le terme émotion comme tel, même le mot émotion, vous avez le mot motion qui signifie mouvement dans le mot comme tel, à la racine. Et ce que ça nous indique, c'est comme une météo intérieure, nos émotions. C'est tout le temps en mouvement. Donc, il peut y avoir des moments dans votre journée où le matin, c'est plus difficile, puis l'après-midi, hop, c'est un peu mieux. Ça, ici, la reconnaissance, qui est donc de l'autocompassion, pourrait être de se dire, en ce moment, c'est un moment de souffrance que je traverse. Ça ne veut pas dire que toute ma journée ou toute ma semaine va être comme ça. C'est un moment de souffrance que je suis en train de vivre. Donc, je suis en train de reconnaître ça sans nécessairement lui laisser toute la place, comme je mentionnais tout à l'heure, sans dire que ça va rester tout le temps identique toute la journée. La météo va probablement changer dans le courant de la journée. Ce que je peux me dire aussi, c'est qu'ai-je besoin d'entendre ou de faire à ce moment-là si je suis en train de traverser un moment de souffrance? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux me dire à moi-même ou que j'ai besoin d'entendre de la part d'un proche? Ou qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi à ce moment-là?
Quand on parle de posture, je dis cette posture-là, donc c'est comme un état intérieur, ça permet d'augmenter la connexion à soi, mais aussi à l'autre. Puis ça permet de prendre soin de soi, un acte que je qualifie de très responsable, en ce sens que personne d'autre, à part soi-même, peut prendre soin de vous. Bien sûr, il y a l'équipe médicale qui vous entoure pour prendre soin de vous sur le plan physique, des fois aussi sur le plan psychosocial, et spirituel, parce qu'il y a des intervenants spirituels, mais la première personne qui doit prendre soin de vous, c'est vous-même. Et en introduisant l'autocompassion, donc la capacité à reconnaître des moments de souffrance, on est en train de prendre soin de soi-même. Diapo suivante. Ici, je vais vous parler justement de l'adaptation et de la résilience. Donc, Boris Cyrulnik, je vous en parlais tout à l'heure, qui est un pionnier psychiatre français qui a beaucoup écrit sur le sujet, parle d'une reprise, quand on parle de résilience face à l'adversité, on parle d'une reprise d'un nouveau développement ou un retour à un fonctionnement normal après un traumatisme ou suite à des conditions adverses, comme par exemple comme le cancer. J'aime beaucoup la nuance qu'il apporte parce que, vous voyez, il fait la nuance entre une reprise d'un nouveau développement. Donc, c'est possible qu'après un parcours de soins en oncologie, il y ait des nouvelles révisions de priorité de vie, des nouvelles valeurs ou des valeurs qui ont augmenté dans votre échelle de valeurs. Tu sais, je vais donner un exemple. Il y a certains patients, par exemple, où la valeur professionnelle ou la valeur du travail diminue au profit de la valeur famille ou de la valeur sociale ou de la valeur santé. Donc, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se revisite après l'expérience d'un cancer qui fait partie de la résilience. Mais ce n'est pas un passage obligé pour parler de résilience. Et moi, j'aime bien cette nuance-là qu'il apporte quand on parle de retour à un fonctionnement normal parce que ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas tous les patients qui, après une expérience de cancer, vont changer plein de choses dans leur vie. Si leur vie était très bien avant la maladie, ça se peut que juste le retour au fonctionnement normal soit aussi une démonstration de résilience. Donc, je l'apporte cet exemple-là parce que on a des fois dans nos bureaux des gens qui nous soulignent de dire mais moi j'ai pas appris quelque chose nécessairement de la maladie ou je vois pas ce que je dois changer dans ma maladie parce qu'on voit qu'il y a de la littérature dans disons des romans plus populaires ou des livres qui s'écrivent là-dessus sur comment le cancer a pu être un cadeau dans ma vie ou comment la maladie a changé ma vie. Puis là, on a certains patients qui se sentent mal parce qu'ils se disent, ben moi, ça n'a rien changé dans ma vie, la maladie. Puis ma vie d'avant, je l'aimais, puis je l'aime toujours. Ben parfait, parce que c'est aussi ça, la résilience. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une nouvelle vie. On peut simplement reprendre notre vie qui nous convenait à la suite d'une maladie parce qu'on avait déjà nos valeurs qui étaient bien en place, puis on était déjà à rencontrer, c'était dans la bonne direction. Quand on parle de résilience, c'est pas quelque chose qui s'installe du jour au lendemain aussi, c'est pas tout à coup je me lève un matin puis hop, ça y est, je suis dans la pleine résilience de ce qui m'arrive. C'est un processus qui vient qui demande du temps, qui est un développement constant, qui vient avant, pendant, après aussi la maladie. Donc, c'est quelque chose qui s'installe tranquillement, puis qui varie d'une personne à l'autre aussi, en fonction de ses capacités adaptatives. Donc, la résilience, c'est la capacité à vivre, à rebondir, à se développer en dépit de l'adversité ou des coups durs de l'existence. Donc, c'est un peu la définition que j'avais envie de vous amener sur ce que c'est que la résilience. Diapo suivante. On parle, en fait, il y a Dr. Dennis Charney qui fait partie du National Institute of Mental Health, qui a beaucoup étudié la littérature concernant les facteurs de résilience, que ce soit en santé, que ce soit de façon générale chez les militaires qui reviennent de la guerre. Et peu importe le thème, on a été en mesure de dégager 10 facteurs des facteurs protecteurs, en fait, des facteurs de résilience.
Ici, c'est là aussi que j'amène ma nuance de départ que je nommais tout à l'heure. C'est en soi, je vous présente ça, c'est pas pour dire il faut absolument que j'ai ces 10 facteurs-là pour pouvoir accroître ma résilience. C'est simplement de vous informer que certains facteurs sont plus reconnus pour prédisposer à la résilience. Ça se peut qu'il y en ait qui vous parlent, ça se peut que vous dites « Ah, ben moi, ça, je l'ai déjà, tu sais, je vois que je constate que c'est quelque chose que j'ai en moi, puis peut-être que je pourrais le potentialiser encore un petit peu si je le souhaite, si j'en ai envie. » Donc, il n'y a pas d'obligation ici. Donc, voilà, fait que je vais les détailler un à la suite de l'autre pour vraiment qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire. Donc, ici, le premier qui a été dégagé, c'est l'optimisme réaliste. Hein? L'optimisme réaliste, c'est une prédisposition à la base. Hein? Il y a des gens qu'on sait que dans leur tempérament, ils voient davantage le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc, même avant l'expérience du cancer, c'est des gens qui ont des tempéraments optimistes qu'on appelle. L'optimisme réaliste, ça veut dire, c'est pas des lunettes roses, OK? Ça veut pas dire, ah, tout va bien aller, ah, je vais absolument guérir à 100% de la maladie. C'est plus d'être dans un état d'esprit où on a l'espoir que le meilleur scénario survienne, c'est-à-dire soit de vivre le plus longtemps possible pour certaines situations, pour d'autres, ça va être, s'il y a une possibilité de guérison, ça sera de guérir, tout en sachant qu'on n'a pas un contrôle absolu sur cette situation-là. Donc, l'optimisme réaliste se situe un peu là, c'est-à-dire que j'ai le droit de, et je le ressens, je le ressens que je peux aller voir le meilleur scénario tout en sachant que je n'ai pas un contrôle complet sur ça, sur l'issue. En deuxième point, l'humour, ça permet de baisser la réponse au stress. Donc, il y a des gens qui ont naturellement ce talent-là, j'ai envie de dire, hein, c'est comme un don, qui sont capables de tourner les choses soit à la dérision, rire de soi-même ou de la situation. Et il y a des gens qui vont aimer peut-être développer un petit peu ça aussi à travers des expériences plus adverses. Donc, l'humour, c'est un facteur de protection dans l'adversité. Le fait d'avoir un modèle aussi a été dégagé comme un facteur protecteur. Ici, c'est intéressant. Avoir un modèle, quand je parle de modèle, c'est une source qui nous inspire. OK? Ça peut être quelqu'un proche de nous, ça peut être une autre personne qui a vécu le cancer puis qu'on a trouvé qu'elle avait eu une belle façon d'approcher cette expérience-là, ou ça peut être simplement quelqu'un qui est plus connu dans le monde artistique, politique, etc., qui peut nous inspirer ou on pourrait tendre vers certaines composantes de ce modèle-là pour nous donner un petit peu plus de résilience. Ça, c'est les modèles positifs. Et en même temps, dans les études, ce qu'on montrait, c'est que le fait d'avoir un modèle même négatif, bizarrement, mais je vais l'expliquer, un modèle négatif, en ce sens, peut nous pousser à nous dire « Moi, je ne veux tellement pas ressembler à ça » que ça va faire qu'on va adopter des comportements qui vont nous éloigner de ce modèle qui ne nous inspire pas et va favoriser notre résilience par des comportements ou des façons de penser qui vont nous rapprocher un peu plus de qui on veut être. Le prochain facteur, c'est le soutien social. Le soutien social qui est un facteur qui permet un peu de négocier avec le stress. Ce que ça veut dire, c'est que, ça comment dire, dans toutes les études qui parlent de santé psychologique, de santé émotionnelle, on sait que le soutien social, le réseau social, familial, c'est un facteur protecteur pour favoriser la résilience dans des conditions adverses. Ici, j'ai envie d'ajouter une petite bémol. Il y a certains moments dans votre vie où vous avez moins envie, ou moins besoin, ou moins la capacité ou l'énergie d'aller vers les autres. Et ça, c'est important de l'entendre aussi. Donc, il y a une différence à aller entre s'isoler complètement d'un soutien social ou d'un réseau, puis plus rien initier, versus avoir des moments de pause où j'appelle, des fois, on a besoin de faire un peu la tortue, c'est-à-dire rentrer dans sa coquille,
parce que il y a une tempête en ce moment, parce qu'il y a des moments aussi difficiles, puis c'est correct de ne pas aller nécessairement solliciter du réseau social familial parce que cette énergie-là, vous ne l'avez peut-être pas tout le temps à ces moments-là pour déployer. Là, d'aller parler avec votre réseau. Fait que ça, c'est important aussi là, de le nuancer. Pour d'autres personnes, il y a des gens qui vont avoir besoin de parler avec l'entourage et ça va être très aidant pour composer avec la situation. Le point 5, donc, c'est la capacité de faire face à sa peur, d'avancer avec la peur, malgré ce qui est en train de se passer, ce que probablement vous faites ou vous avez tous fait. Donc, le fait de naviguer dans quelque chose d'inconnu, de recevoir des traitements, d'attendre des résultats. Vous avez maintes fois où vous êtes peut-être en train encore de faire face à vos peurs déjà actuellement. Le fait de verbaliser sa peur, de nommer que ça fait peur, c'est un tremplin pour développer son courage, développer le courage et l'estime de soi. Donc, plutôt que d'être figé, j'ai envie de dire, ou paralysé dans une situation. Ne pas se présenter, par exemple, à ces rendez-vous parce qu'on a trop peur. Évidemment, ça, ce n'est pas un objectif où on aurait peut-être besoin d'aide à ce moment-là pour traverser là, la peur qui est là. Donc, la capacité de faire face à sa peur fait partie de la résilience aussi de nos patients. Le fait d'avoir une mission, un plan, un objectif, ici, ce qu'on veut dire par là, ce n'est pas nécessairement une mission, tu sais, ça a l'air gros là, quand on parle de ça, mais ça peut être simplement, il y a des gens qui, après l'expérience du cancer, vont redonner au suivant, vont s'impliquer, soit comme bénévoles, soit dans certains autres organismes aussi. Ce n'est pas obligé d'être nécessairement en lien avec la maladie. Puis, il y en a d'autres que ne voudront pas du tout nécessairement replonger dans l'expérience de la maladie, mais vont avoir des objectifs à côté de la maladie. Donc, et ça peut être aussi pendant la trajectoire en oncologie d'avoir un objectif en dehors de la maladie. Ne serait-ce que se dire, je vous donne un exemple, ne serait-ce que se dire si j'ai envie de préparer, il y en a qui font de la couture, un foulard pour une personne proche, je vais avoir mon objectif de coudre ou de tricoter un foulard parce que ça me donne un objectif et je suis en dehors de la maladie. Je ne me définis pas que par la maladie. J'ai un objectif, un plan en dehors de ça. Et ça, on sait que ça aide d'être plus que la maladie. Le fait de garder la forme physique, vous avez sans doute entendu parler de ça en oncologie, c'est quand même quelque chose qui est préconisé. Bien sûr, on s'entend, ce n'est pas nécessairement d'aller faire un ultramarathon ou même de devenir tout à coup un athlète, ce n'est pas possible. Premièrement, en traitement, il faut être bien à l'écoute de son corps, il faut doser votre niveau d'énergie, ce que vous faites probablement déjà, et adapter l'activité physique en conséquence. On sait que de fatiguer le corps sur le plan physique baisse le stress. C'est pour ça qu'on en parle au point 7. Mais bien sûr, tout est en fonction de vos limites, vos capacités, en fonction de certains moments de la trajectoire. Il y a des moments où vous allez être beaucoup plus fatigué, moins d'énergie, surtout s'il y a eu un traitement pas longtemps avant ou une intervention. Donc ici, on va vous suggérer soit de doser la marche, soit de reprendre l'activité sportive en temps et lieu si vous en faisiez. Ça va vous permettre d'abaisser les niveaux de stress, de gérer l'énergie aussi. Et pour certains aussi, ce qu'on démontre dans la littérature en oncologie, c'est que le fait de garder une certaine forme physique, ça permet de mieux composer avec même les effets secondaires des traitements et de la maladie. Le fait de garder son cerveau occupé, donc la distraction, nous permet de diminuer les ruminations et la focalisation sur la maladie et même les effets secondaires ressentis ou la douleur, s'il y a de la douleur, etc. Donc, de garder sa tête occupée, faire des mots croisés, il y en a qui s'inscrivent à du Scrabble, il y en a qui font toutes sortes de choses qui tiennent la tête occupée, ça permet un peu de diminuer les ruminations
en lien avec la maladie. L'autocompassion, je l'ai dégagé un peu, je l'ai mis en orange, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un facteur qui accroît la résilience chez nos patients. Et le 10e point que j'ai ajouté, qui est oser la joie, qui est un terme et qui a été abordé par Amélie Seda, qui est une psychologue qui travaille beaucoup sur l'autocompassion et la gratitude. Et oser la joie fait un contrepoids à l'adversité. Donc, la joie, comme telle, on n'en parle pas souvent, puis on n'en parle pas souvent en oncologie. La joie, c'est comme si c'est un sentiment, hein, c'est une émotion qui naît souvent d'un élément de surprise. C'est pas quelque chose nécessairement qu'on va provoquer, c'est quelque chose des fois qu'on ressent quand il y a quelque chose de surprenant qui nous arrive. En oncologie, parfois, la joie, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à ressentir. Et ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que ce qui s'en rapproche le plus de cette sensation de la joie, c'est la gratitude. Donc, la gratitude, c'est la capacité à reconnaître les choses dans ma journée, par exemple, qui ont été dans la bonne direction. Donc, pas nécessairement des grandes choses, pas nécessairement des choses qui sont hyper positives, simplement des petites choses dans ma journée qui ont bien été ou qui ont été dans la bonne direction ou vers ce que je m'attendais. Si j'ai réglé une petite chose, si je m'étais donné un objectif, je l'ai fait, je peux le ressortir en fait en ayant une forme de reconnaissance, de dire, tu sais, je suis contente de moi, je suis contente de moi parce qu'aujourd'hui, il y a ça qui a été dans la bonne direction malgré tout le reste qui était peut-être un peu plus difficile. Et le fait de dégager ça, de ressortir ces éléments-là de gratitude, augmente en tout cas la sensation de joie qui est un contrepoids à l'adversité. Diapo suivante. Donc ici, je parle justement de maximiser la résilience, toujours dans une optique de non-performance. OK? Simplement, quand on parle de maximiser sa résilience, c'est de se rappeler du caractère temporaire d'une crise peut-être que vous êtes en train de traverser, que rien ne dure, que tout passe, que tout est temporaire. Même des moments très souffrants, il y a un début puis une fin. OK? La météo change constamment, même dans la journée même. Donc, de vous rappeler de ça, que c'est un moment de souffrance, mais que ce n'est pas permanent, c'est temporaire. On va en parler de la stratégie d'augmenter sa tolérance à l'incertitude qui nous permet aussi d'accroître la résilience. Quand je parle de favoriser la flexibilité cognitive, on sait que la flexibilité cognitive, c'est un peu d'ajuster ses règles internes, ses croyances, pour les rendre plus souples, plus flexibles par rapport, par exemple, si vous avez des attentes en lien avec comment je devrais me ressentir après le traitement, comment, une fois le parcours de soins terminé, si j'ai des attentes que je devrais retourner plus vite au travail ou je devrais être moins fatiguée, là, on est moins dans de la flexibilité cognitive. OK? Donc, peut-être revoir un peu les règles ou les attentes qu'on a soi-même, qu'on s'est soi-même installé sans s'en rendre compte. Et peut-être adapter un peu plus, rajouter de la flexibilité. La même chose pour les émotions qu'on peut traverser. Donc, une souplesse émotionnelle, ce qui fait référence un peu à l'autocompassion, oui à ce qui est là. Oui à ce qui est là ne veut pas nécessairement signifier j'accepte tout. Donc, c'est important de mentionner, c'est pas que j'accepte nécessairement la maladie. Ça se peut que vous ne l'acceptiez pas, la maladie. En ce moment, ce que je vous demande plus de faire comme exercice, c'est d'accepter que c'est difficile d'avoir la maladie. Donc, oui à ce qui est là, oui à c'est souffrant. Parce que peut-être que c'est important de le mentionner aussi, l'acceptation en soi n'est pas un objectif pour l'adaptation et la résilience. OK? Moi, je parle plutôt d'apprivoiser la maladie, de composer avec la maladie. C'est déjà un processus vers la résilience. Alors ça, c'est important. Le oui à ce qui est là n'est pas un oui à la maladie ou une acceptation totale et inconditionnelle. Oui à l'émotion
qui est là actuellement, en lien peut-être avec la maladie. Diapo suivante. Donc, je vous parlais de contrôler, de contrôle. Plus, en fait, on se concentre sur ce qu'on ne peut pas contrôler, plus on va être susceptible de se sentir anxieux, voire désespéré. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas contrôler dans la vie, hein, notamment les guerres, les actions des autres, l'économie mondiale, je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas contrôler ce qui va se produire dans le futur. Je ne peux pas contrôler si je vais attraper un virus prochainement. Je peux pas contrôler les résultats de mes bilans sanguins. Est-ce que je vais répondre au traitement ou pas? Je ne peux pas le contrôler. Par contre, donc là-dessus, je dois un peu relâcher parce que plus je me concentre sur les aspects pour lesquels je n'ai pas de contrôle, plus l'anxiété augmente, puis moins je vais être en mesure de composer ou de m'adapter à la situation. Je peux alors me contrôler et donc me concentrer sur certaines choses comme mon attitude. Ça, je peux le contrôler. Mon hygiène de vie. OK, donc est-ce que j'ai pris l'air? Est-ce que ça fait des jours que je suis enfermée? Est-ce que je peux aller un peu prendre soin de moi d'une certaine façon? Ma patience, ma bienveillance à mon égard aussi. Ça aussi, je peux à certains égards contrôler. Mon dosage de l'information, ici, je l'ai mis parce qu'il y a certaines personnes qui vont aller beaucoup lire sur la maladie. Notre expérience nous montre qu'en général, trop de lecture augmente l'anxiété parce que la lunette, la façon de lire la littérature, elle est biaisée par votre propre stress et anxiété en lien avec votre situation. Donc, il faut doser l'information médicale à ce moment-là, un peu pour certains. Il y en a qui n'iront pas vers la lecture, puis c'est un choix qui peut être tout à fait pertinent et bien. Mais trop lire ou aller dans des forums de discussion, ce qu'on en voit, c'est qu'en général, ça peut augmenter en fait l'anxiété et le désespoir. Donc, de faire attention à ça. Les choix d'activités aussi que je vais préconiser. Donc, est-ce que j'ai des activités légères, ludiques, qui me nourrissent? Et ma capacité à demander de l'aide à certains moments. Donc, là-dessus, j'ai du contrôle. Pour continuer sur ce thème-là, donc pour augmenter la perception de contrôle en temps d'incertitude, il y a Pascal Brion, qui est une autre psychologue aussi à Montréal, qui a parlé des auto-soins. Donc, comment je peux prendre soin de moi pour maximiser ma vitalité? La vitalité, c'est une sensation qui est agréable, hein, qui peut être nourrie aussi et qui nous donne un peu d'aile pour avancer dans de l'adversité. Donc, on peut maximiser certains auto-soins dans différentes sphères. Des auto-soins, ça peut être, par exemple, pour certains, ça va être d'écouter de la musique. Ça peut être de parler à une personne que ça me fait du bien, donc d'un contact social qui est vitalisant. Ça peut être d'aller prendre un bain plein de mousse pour certains. Ça peut être d'aller marcher, m'aérer, être en contact avec la nature parce que la nature me fait du bien. Donc ça, ce sont des auto-soins qui maximisent la vitalité et donc qui repoussent un peu l'adversité. Les contacts sociaux vitalisants, quand on parle de les maximiser, c'est que parfois, quand on a une maladie, ça nous amène des fois à repenser nos liens. Donc, repenser nos liens, est-ce que mes liens me prennent de l'énergie actuellement? Est-ce que ce sont des personnes qui c'est aidant, puis ça me redonne de l'énergie ou ça m'en prend? Peut-être que c'est un moment pour repenser les dynamiques aussi de lien avec certaines personnes. Et comme je mentionnais, de favoriser les activités à caractère léger et ludique aussi, plutôt au profit de ça, à contrario des activités peut-être plus à caractère tâches domestiques. Peut-être qu'à certains moments, il faut délaisser un peu si ça prend de la vitalité. Et ici, j'ai envie de terminer sur une technique qu'on appelle la technique FACE, jeter l'encre, qui est une technique qui a été offerte par Russ Harris, entre autres, qui est un écrivain qui écrit beaucoup sur la façon de composer
avec des épreuves. Et j'ai envie de dire, c'est une technique qu'on peut utiliser quand on a des tempêtes intérieures, quand il y a des moments de souffrance, justement, où c'est difficile, mais pas juste quand on est dans des moments de souffrance. On peut l'utiliser à n'importe quel moment, ce qui nous permet de nous recentrer face à ce qui est là, donc une autocompassion. Donc, le F, focuser sur ce qui est sous votre contrôle. Alors, si en ce moment, je vis un moment de souffrance puis j'ai l'impression de perdre le contrôle ou de perdre le cap sur ma vie, je regarde un petit peu, je peux avoir du contrôle juste sur ma respiration. Ça, j'en ai un contrôle. Donc, je reviens vers mon souffle. Je peux accueillir ce qui est en train de se passer. Donc, oui à ce qui est là, oui à mes pensées, oui à mes sentiments qui sont là. Le C, de se connecter à votre corps, à vos sens. Les sens nous ramènent toujours au moment présent. Donc, que ce soit qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je touche. Quand je me reconnecte à mes 5 sens, je ne suis pas dans ma tête, je ne suis beaucoup moins dans mon mental et donc je suis beaucoup plus dans quelque chose sur lequel j'ai du contrôle. Et par la suite, si j'étais en train de faire quelque chose, je continue à m'engager dans ce que j'étais en train de faire. Donc, je passe à l'action, le E. Donc, je continue et c'est là-dessus sur lequel j'ai aussi du contrôle, c'est de rester dans l'action. Si j'étais, par exemple, en train de, je ne sais pas moi, de faire la vaisselle, puis tout à coup, j'ai eu un moment de souffrance qui m'a envahi pendant que je faisais la vaisselle, je peux faire ces techniques-là de recentrage, d'ancrage. Et le E, je continue par la suite. Donc, je poursuis ce que j'étais en train de faire. Donc, je reviens à ma vaisselle, mais dans un tout autre état d'esprit. Et donc, on vient de voir à ce moment-là aussi que le caractère temporaire de la souffrance, quelque chose qui ne reste pas nécessairement à tout le temps la même intensité. Fait que je voulais vous la présenter. Gardez-la en tête. C'est quelque chose qui se fait dans des moments de souffrance, mais c'est quelque chose qui se fait aussi dans des moments où ça va bien. On peut le faire quand on est en nature, par exemple, quand on prend une marche, quand on écoute de la musique. Voilà. Donc, j'ai envie de vous passer le mot de continuer de prendre soin de vous, de prendre soin des autres aussi, de la vie, avec curiosité, bienveillance et évidemment avec la joie dans la mesure du possible. Merci pour votre écoute. Donc, je pense qu'il y aura une période de questions. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant, plein de bons outils aussi. Donc, c'est maintenant l'heure de notre période de questions. Tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, ça peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que Dr. Hervouet ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de votre santé ou d'une autre personne. Soyez assurés que si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera personnellement dans les prochains jours. Donc, on a reçu quelques questions. Je vais y aller en ordre de réception. Si jamais, comme je dis, on n'a pas le temps, on va vous contacter dans les prochains jours. Donc, première question. Bon, vous avez donné différents outils là, qui peuvent peut-être y répondre, mais peut-être y revenir un peu. J'ai une personne qui me demande comment retrouver son énergie. Donc, il y a beaucoup, évidemment, la santé mentale vient tirer du jeu aussi. Donc, peut-être revenir un peu sur des outils pour retrouver l'énergie. Bien, en fait, déjà, c'est sûr que je ne connais pas la situation de la personne qui pose la question. Oui. L'énergie, c'est quelque chose, effectivement, avec l'expérience du cancer qui est très fluctuant et qui demande du temps. Oui. Ce qu'on voit, c'est que c'est long, c'est sûr. C'est long à remonter. C'est plus long que souvent les gens s'attendaient au départ. Mhm. Typiquement, c'est un peu ce qu'on voit dans notre clinique. C'est qu'on. Puis tout à l'heure, je nommais peut-être par rapport justement aux attentes qu'on a. Peut-être qu'à ce moment-là, les attentes, je ne connais pas les attentes que la personne a, je ne sais pas combien de temps ça fait est-ce qu'elle est en traitement ou pas, mais de revoir, est-ce que j'ai des attentes réalistes? Mhm. Est-ce que mes attentes par rapport à ma reprise d'énergie sont réalistes par rapport là où je suis actuellement en traitement? Parce que là, ici, c'est là qu'on met justement de la souplesse ou de revisiter ses attentes pour
un petit peu augmenter peut-être la flexibilité par rapport à ça, parce que Il y a moins de pression, là. moins de pression, puis c'est juste de peut-être aussi ressentir qu'est-ce que ça fait. Donc, peut-être que c'est difficile de ne pas avoir de l'énergie. Donc, probablement qu'il y a des émotions associées à ça. Fait que moi, j'inviterais aussi la personne à reconnaître tu sais, les émotions associées au fait que l'énergie remonte peut-être plus difficilement parce que c'est vrai que c'est difficile. Puis, notamment chez ceux qui avaient un bon niveau d'énergie au départ, Il y avait une c'est vie encore très active, là, ouais. oui, des vies très actives, c'est souvent là que les attentes de récupération sont comme plus hautes et qu'on doit ajuster les attentes parce que typiquement, la reprise d'énergie, c'est ça, c'est long. Ouais. Ça varie d'une personne à l'autre, mais c'est quelque chose qui remonte, j'ai quasiment envie de dire pas en dernier, mais pas loin. C'est quelque Oui. chose qui prend du temps à remonter. C'est pas en pente toujours. Ça peut Non, fluctuer, là. Oui, c'est ça. c'est ça, c'est pas linéaire. Linéaire, oui, c'est ça que je cherchais. Oui, exactement. Donc, peut-être revoir les attentes puis faire une reconnaissance des émotions que suscite le fait que l'énergie ne remonte pas vite ou Oui, assez vite. très, très pertinent. Une autre question que j'avais, comment apprivoiser le manque de liberté à cause des suivis, les effets secondaires imprévisibles, la fatigue due au cancer? Donc, pour faire un pont avec ce que vous venez de parler, mais peut-être. Oui, c'est sûr que la priorité dans la vie vient de changer, hein. Quand Oui, on dit effectivement, là, l'agenda se remplit de rendez-vous médicaux, peut brimer la sensation de liberté. Donc, tout oui, à fait. Alors, on reconnaît ça, hein, que c'est difficile, qu'on a l'impression d'avoir un agenda bien garni, mais qui est un agenda médical quasiment oui. pour certains. Donc, oui, il peut y avoir cette sensation-là d'avoir moins de liberté. Je rajouterais le caractère temporaire. Oui, Donc, peut-être de exactement. garder en tête qu'en ce moment, peut-être qu'il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. En ce moment, c'est difficile. Cette sensation-là de liberté a diminué. Oui. Mais ça se peut que ça soit temporaire. Je ne connais pas encore là la situation médicale de cette personne-là, mais de garder en tête qu'il peut y avoir aussi des pauses, hein. Des fois, il y a des patients qui négocient des pauses avec leur médecin quand c'est Quand sur les du semaines long deviennent trop chargées à un moment terme. donné, là. Oui, Oui, il peut y avoir des pauses avec l'oncologue de dire c'est-tu possible d'avoir comme en fonction de oui, l'éventualité, mais des fois, ça se voit ça. Fait que les oui, pauses oui, parfois permettent justement d'avoir un peu ouf, tu sais, je peux aller faire quelque chose puis pas avoir juste des rendez-vous. Puis exactement. donc, Surtout que pour certains, là, il y a une notion de transport aussi très éloignée, donc tout ça là, qui peut ajouter là, à la notion d'horaire très tout à chargé. fait. Donc, oui, Donc, oui. très intéressant. J'ai une autre question. Avec un cancer chronique, donc une question concernant les cancers chroniques, comment ne pas associer ou interpréter tous les petits ennuis physiques à notre cancer alors que souvent, ça n'a aucun lien? Donc, j'imagine un peu la préoccupation constante de est-ce que c'est mon cancer qui revient, est-ce que c'est bon, des symptômes qui vont m'amener vers un état plus grave. Donc, Oui. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, je pense que la plupart ça arrive beaucoup, là, justement, l'interprétation des signaux physiques du corps. Est-ce que c'est mm, la maladie qui revient? Est-ce que ce sont, tu sais, moi, des fois, je demande aux patients, tu sais, est-ce que c'est nouveau comme sensation? Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que ça s'est aggravé? Donc, il y a comme des indicateurs, j'ai envie de dire, quand on peut commencer à se dire, il faut peut-être que je questionne mon médecin. mm, En ce sens que si c'est un symptôme que vous reconnaissez, vous dites ce symptôme-là, je l'ai, tu sais, il ouais. revient, c'est une douleur que je connais ou c'est une sensation qui est là, puis qui passe, qui revient, tu sais, puis qui dure. Apprendre à se connaître, finalement, apprendre à connaître notre corps, nos symptômes. Oui, nos symptômes et tout ça, puis effectivement, puis si jamais ça devient très envahissant, qu'on tombe vite dans l'interprétation catastrophique Mm, des mm, sensations physiques, puis qu'on a du mal à se parler autrement, ben là, c'est sûr que je vais référer la personne à aller consulter quelqu'un pour se faire aider parce qu'il y a vraiment des stratégies en ouais, thérapie plus ciblées pour gérer l'anxiété en lien avec la santé physique, justement ouais. l'interprétation de ces sensations internes.
Oui, super. Puis d'ailleurs, demain à 14 heures, on a une web-diffusion qui porte sur le cancer chronique. Donc, j'invite les gens que ça intéresse à venir. Ensuite de ça, comment me préparer un retour à ma vie sociale et professionnelle? Vous en avez parlé un petit peu là, tantôt, vous en avez parlé là, des gens qui ont des vies actives, tout ça, de retour, mais si vous avez Oui, quelque chose à c'est une bonne rajouter. question. En fait, on s'y prépare progressivement avant que le jour J arrive, bien évidemment. Mhm. Tu sais, il y a des gens qui vont retourner au travail, parler à des collègues, il y a des ou simplement d'aller luncher. Il y a des gens qui vont aller luncher avec un collègue ou une collègue ou aller parler avec l'employeur. Donc, c'est sûr qu'on s'y prépare en réapprivoisant tout doucement avant que ça arrive. Même des fois, moi, je dis aux gens, réapprivoiser si c'est professionnellement, même de retravailler sa routine avant que le retour au travail revienne. Donc, se lever à une certaine heure, préparer son lunch, je vais dire comme ça, si vous avez à préparer votre lunch. Donc, fait que je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais c'est sûr que c'est un réapprivoisement C'est que ça progressif. touche différentes sphères de la vie. Et donc, quand il y a eu un temps d'arrêt long, évidemment, il y a toute une routine de vie qui a changé. Après ça, il y a le corps, l'énergie qui n'est pas nécessairement capable de recommencer le même rythme. Donc, il faut y aller, c'est ça, étape par étape. Et progressivement, le plus progressivement dans la mesure du possible, c'est souvent des recommandations qu'on fait parce que ça demande de l'énergie, effectivement, le retour à la vie normale. Oui. Fait que, typiquement, on voit des baisses d'énergie là, dans les semaines. Là. Oui, exactement. Puis sinon, ben, j'ai des bons. Je pense qu'on fait le tour. Peut-être que il y en aura d'autres à venir, mais pour l'instant, ça fait le tour. On a des très beaux commentaires dans la boîte, questions, commentaires. Donc, les gens ont bien apprécié votre présentation. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça me fait Donc, plaisir, je vous en prie. Puis, je vous souhaite une belle journée également. merci énormément. Donc, pour la prochaine diapo, donc notre événement Mieux vivre avec un cancer du sang ne fait que commencer. Donc, nous vous invitons aux prochaines présentations. J'ai nommé tantôt le cancer chronique. Il y a les perturbations du sommeil pendant et après les traitements cet après-midi à 15 heures. Mieux vivre avec une douleur persistante demain, 21 novembre à 11 heures. Vivre avec un cancer chronique, gérer les défis au quotidien demain, 14 heures, du soutien pour les proches aidants mercredi 22 novembre à 11 heures et finalement la médecine intégrative pour une vision globale de la santé jeudi le 23 novembre à 15 heures. Prochaine diapo. Et en décembre, 2 autres web-diffusions sont disponibles pour vous. Zoom sur l'expérience du traitement CAR-T le 4 décembre à 18h30 et les nouvelles lignes directrices dans le traitement de la LLC le 5 décembre à 16 heures. Pour vous inscrire à l'un ou l'autre de ces événements, visitez le www.cancerdusang.ca. L'autre diapo. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, AstraZeneca, Beijing, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Jazz Pharmaceutical et Kite Gilead Company. Dernière diapo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Je vous remercie. Merci encore, Dr. Hervouet, et au plaisir. Passez une belle journée.